Le prix de l'envie. Lucas était de ces hommes rares que l'on rencontre une seule fois dans une vie. Simple, honnête, travailleur et animé d'un cœur profondément généreux. Chaque matin, il se levait avant le soleil, respirait l'air frais qui entrait par la fenêtre de la cuisine et remerciait la vie pour ce qu'il possédait. Ce n'était pas la richesse matérielle qui le rendait heureux, mais la paix qu'il avait construite à force de sacrifices, d'efforts et de persévérance. Il travaillait dans une petite entreprise qu'il avait fondée lui-même, un service artisanal où il fabriquait des meubles en bois. Ses mains portaient les marques de son métier, mais il en tirait une grande fierté. Pour lui, le travail manuel était une forme de vérité. Ce que l'on crée de ses propres mains ne ment jamais. Ce que Lucas chérissait le plus, cependant, c'était son foyer. Sa maison n'était pas grande, mais elle vibrait de chaleur. Les rires, les discussions tranquilles, l'odeur du café du matin, tout cela formait le cœur de sa vie. Et au centre de ce cœur se tenait Elena. Chaque soir, lorsqu'il franchissait la porte, un poids doux quittait ses épaules. Elena lui souriait, et ce simple geste suffisait à apaiser toutes les tensions du jour. Leur amour avait été construit au fil des années, pierre après pierre, avec patience et confiance. Lucas ne se doutait pas que cette harmonie qu'il chérissait tant éveillait autre chose chez certaines personnes, l'envie. Et parmi elles se trouvait quelqu'un qu'il considérait comme un frère. Mais pour l'instant, Lucas ignorait tout. Il vivait sa vie avec la certitude tranquille de ceux qui n'ont jamais imaginé qu'un jour leur monde pourrait basculer. Et pourtant, quelque chose approchait, silencieux comme une ombre au crépuscule. Elena représentait pour Lucas bien plus qu'une compagne. Elle était son refuge, sa lumière douce dans les jours ordinaires et son calme dans les tempêtes imprévues. Leur relation n'avait rien d'explosif ou d'instable. Elle était construite sur une affection profonde, silencieuse, mais solide comme le bois que Lucas sculptait chaque jour. Le matin, Elena préparait le café pendant que Lucas ouvrait les volets. La lumière dorée qui entrait dans la cuisine mettait en valeur ses cheveux, et Lucas avait l'impression, à chaque fois, de redécouvrir la beauté discrète de sa femme. Ils partageaient ensemble le premier repas de la journée comme un petit rituel sacré. Rien de compliqué, du pain, du café, quelques sourires et la certitude d'être exactement là où ils devaient être. Elena, de son côté, admirait le caractère de Lucas. Sa patience, sa gentillesse, sa manière de traiter chaque personne avec respect. Elle voyait en lui un homme rare, quelqu'un qui méritait plus que ce que la vie lui avait offert jusque-là. C'est pour cela qu'elle soutenait chacun de ses projets, encourageait chacune de ses idées et croyait fermement en son avenir. Le soir, ils marchaient parfois dans le quartier, main dans la main, discutant des rêves qu'ils avaient pour les années à venir. Par moments, Elena s'arrêtait simplement pour regarder Lucas et se disait en silence « J'ai de la chance ». Leur amour n'avait rien de spectaculaire, mais il était vrai, profondément vrai. Assez vrai pour faire briller les yeux, mais aussi assez pur pour éveiller l'envie de ceux qui les observaient de trop près. Car parmi les personnes qui entraient et sortaient de leur vie, une regardait cette harmonie avec une intensité qui n'avait rien d'innocent. Une présence familière qui souriait, mais dont le cœur bouillonnait d'un sentiment bien plus sombre. Et bientôt, cette présence prendrait une place inquiétante dans leur quotidien. Renato faisait partie de la vie de Lucas depuis l'enfance. Ils avaient grandi dans le même quartier, partagé les mêmes jeux, les mêmes rêves et même les mêmes échecs de jeunesse. Pour Lucas, Renato était plus qu'un ami. Il était un frère de cœur, quelqu'un qu'il défendrait sans réfléchir, quelqu'un à qui il confierait sans hésiter la clé de sa maison. Elena, elle, le connaissait depuis des années également, mais son intuition lui murmurait parfois quelque chose qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Renato semblait aimable, drôle et socialement habile. Mais il y avait dans son regard, lorsqu'il observait la maison ou écoutait Lucas parler de ses réussites, une lueur difficile à interpréter. Une lueur qu'elle avait d'abord ignorée, puis oubliée, puis retrouvée un peu trop souvent. Renato venait chez eux presque tous les week-ends. Il se laissait tomber sur le canapé comme s'il en était le propriétaire, se servait un verre d'eau sans demander, plaisantait avec Elena, faisait des commentaires légers. Et pourtant, Lucas ne se rendait compte de rien. Pour lui, la présence de Renato était naturelle, presque réconfortante. Il appréciait avoir un ami avec qui partager ses projets, ses idées de nouveaux meubles, ses ambitions modestes mais sincères. Mais derrière le sourire de Renato se cachait autre chose. En voyant Lucas rentrer du travail, épuisé mais heureux,
En observant Elena poser la main sur l'épaule de son mari avec douceur, en écoutant leur conversation pleine de complicité, quelque chose se compressait dans sa poitrine. Ce n'était pas de la simple jalousie, c'était une insatisfaction profonde, un venin ancien qui se réveillait chaque fois qu'il franchissait la porte de cette maison chaleureuse. Il voulait cette vie, pas une version similaire, exactement cette vie. Et plus les jours passaient, plus ce désir silencieux prenait racine, se transformant en une obsession dangereuse qui commencerait bientôt à se manifester. Avec le temps, l'attitude de Renato changea subtilement, comme une ombre qui s'allonge lentement sans que l'on s'en aperçoive. Au début, c'était de simples commentaires, prononcés avec humour. « Tu as vraiment de la chance, Lucas. Certains travaillent toute une vie pour avoir la moitié de ce que tu as. » Lucas riait, croyant à une plaisanterie. Elena, elle, ressentait une pointe d'inconfort, mais n'en disait rien pour ne pas créer de tensions inutiles. Mais les remarques de Renato devinrent plus fréquentes, plus insistantes. Il observait la maison avec une minutie étrange, touchant les meubles fabriqués par Lucas comme si chacun d'eux représentait quelque chose qu'il n'avait pas. Il remarquait la moindre amélioration, la moindre nouvelle décoration posée par Elena. « Vous vivez vraiment comme un couple de magazine », disait-il en souriant, mais ses yeux restaient froids. Lors des repas, il lançait parfois des regards silencieux vers Elena, des regards qui n'étaient pas ceux d'un ami. Elena s'en apercevait, détournait les yeux et tentait de masquer son malaise. Lucas, absorbé par sa confiance aveugle, ne voyait rien. Un jour, Renato arrive avec un cadeau pour Elena, un petit objet décoratif trop personnel pour être innocent. Lucas trouva cela gentil. Elena, au contraire, sentit une fumée invisible se répandre entre eux. Elle en parla brièvement à Lucas, qui, avec son cœur ouvert, répondit simplement « Renato est maladroit parfois, mais il ne ferait jamais rien de déplacé. » Ces paroles, prononcées dans l'innocence, creusèrent une brèche dans laquelle l'envie de Renato s'engouffra encore davantage. Car désormais, ce qui n'était qu'un ressentiment silencieux devenait une obsession affamée. Renato ne supportait plus d'être spectateur de ce bonheur auquel il estimait avoir droit. Une colère sourde s'installait, nourrie par la frustration et par l'illusion que la vie lui devait quelque chose. Et bientôt, cette colère chercherait un chemin, même le plus sombre. À mesure que l'envie s'enracinait dans l'esprit de Renato, ses gestes devinrent plus audacieux, plus calculés. Ce qui n'était encore qu'un regard déplacé ou une remarque ambiguë commença à se transformer en actes concrets, presque prémédités. Il se rendait de plus en plus souvent chez Lucas et Elena, parfois sans prévenir. Il prétextait être dans le quartier, mais son regard circulait dans la maison comme s'il cherchait à s'en imprégner. Elena remarquait cette façon de s'installer, de parler trop fort, de rire trop longtemps, comme s'il voulait occuper tout l'espace. Un soir, alors que Lucas travaillait dans l'atelier derrière la maison, Renato trouva Elena seule dans la cuisine. Il s'approcha trop près, avec un sourire qui lui glaça le sang. « Tu sais, parfois je me demande si Lucas réalise vraiment la chance qu'il a de t'avoir. » Elena se raidit. Elle détourna aussitôt la conversation, cherchant une excuse pour sortir de la pièce. Ce fut ce soir-là qu'elle comprit que quelque chose basculait réellement. Pourtant, lorsqu'elle raconta l'épisode à Lucas, celui-ci répondit avec la gentillesse naïve qui le caractérisait. « Renato traverse peut-être une mauvaise période, ne t'inquiète pas. » Mais Renato, lui, nourrissait un autre sentiment. La certitude que Lucas ne méritait pas ce qu'il possédait. Cette maison, ce confort, cette femme, cette paix. Il commençait aussi à miner Lucas de l'intérieur. Par de petites phrases, des conseils empoisonnés, des critiques habilement déguisées. « Tu travailles trop, tu sais. Elena doit se sentir seule. Tu devrais accepter plus de commandes, sinon tu vas stagner. Ne sois pas si confiant avec les gens, Lucas. Tout le monde n'est pas ton ami. » Ironiquement, ces paroles dissimulaient la trahison même qu'il préparait. Car Renato n'était plus seulement jaloux. Il était résolu à détruire ce bonheur qu'il ne parvenait pas à supporter. Et une idée de plus en plus sombre s'installait dans son esprit. Une idée qu'il finirait par suivre, guidé par une rage aveuglante. La reconquête de soi commence dans le silence. La semaine qui suivit fut, pour Émilie, un espace étrange suspendu entre la peine et une liberté encore trop nouvelle pour sembler réelle. Elle avait quitté l'appartement qu'elle partageait avec Julien, emportant seulement une petite valise, quelques vêtements essentiels, ses livres et le vieux carnet où elle écrivait depuis l'adolescence.
Tout le reste appartenait à une vie qu'elle ne voulait plus porter. Le découragement revenait par vagues, mais cette fois, quelque chose en elle résistait avec plus de force. La conversation qu'elle avait eue avec le père Laurent et le regard calme d'Adriana flottaient encore dans son esprit comme deux phares dans une nuit agitée. Après 2 jours de silence et de solitude, Émilie se força à sortir. Elle marcha longtemps dans les rues du vieux quartier, cherchant sans savoir quoi. Puis, presque machinalement, elle poussa la porte de la petite librairie de la place Saint-Martin. L'odeur des livres, du papier ancien et du bois poli l'enveloppa comme une couverture chaude. La propriétaire, une femme aux cheveux gris relevés en chignon, leva les yeux derrière ses lunettes rondes. « Première fois ici ?» demanda-t-elle avec douceur. « Oui, je crois que j'avais besoin d'un endroit calme. »« Alors, vous êtes au bon endroit. » Elle sourit. « Ici, on ne vend pas seulement des livres, on offre des refuges. » Le mot « refuge » toucha Émilie d'une façon inattendue. Sans réfléchir, elle s'enfonça dans une allée étroite et effleura du bout des doigts les couvertures. Ses yeux tombèrent sur un petit volume à la reliure bleu nuit. La reconstruction intérieure. Elle l'ouvrit, lut quelques lignes et sentit quelque chose en elle se relâcher, comme si quelqu'un parlait directement à sa douleur. Elle l'acheta. Puis, en sortant, elle s'arrêta sur un banc de pierre au soleil d'hiver et lut les premières pages. Les mots évoquaient la notion de « renaissance lente », cette idée que l'on n'a pas besoin de savoir où l'on va pour mettre un pied devant l'autre. Émilie se sentit comprise, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Les jours suivants, elle établit de petites routines. Marcher chaque matin, écrire chaque soir, lire au café du coin l'après-midi. Peu à peu, une sensation étrange de présence revenait, comme si elle réapprenait à habiter son propre corps. Un soir, alors qu'elle écrivait dans son carnet, elle réalisa quelque chose. Elle n'avait pas pleuré depuis 3 jours. Ce n'était pas l'absence de douleur, mais l'apparition d'une autre chose, plus douce, plus stable. Émilie posa son stylo, regarda par la fenêtre la ville illuminée et sentit un souffle d'espoir, fragile mais réel. Sa reconstruction venait de commencer, et pour la première fois, elle ne doutait pas de pouvoir continuer. Malgré les progrès silencieux qu'Émilie accomplissait, la vie semblait déterminée à lui rappeler que la guérison n'était jamais une ligne droite. Une semaine après avoir retrouvé un semblant d'équilibre, un message inattendu bouleversa la tranquillité fragile qu'elle construisait. C'était un appel de la clinique où sa mère se soignait depuis plusieurs mois. La voix de l'infirmière était douce mais tendue. « Mademoiselle Moreau, votre mère a fait un malaise. Rien ne met sa vie en danger pour l'instant, mais nous préférerions que vous veniez. » Émilie sentit immédiatement ses mains trembler. Sa mère, sa force, son repère. Malgré leurs désaccords et les silences pesants, elle restait l'une des personnes les plus importantes de sa vie. Sans réfléchir, Émilie attrapa son manteau et se précipita dehors. La course en taxi fut un seul bloc de pensées confuses. Et si c'était de ma faute? Et si j'avais été trop absente? Et si le stress de tout ça l'avait atteinte? Les vieilles culpabilités qu'elle croyait avoir apprivoisées, révérend la frappaient de plein fouet. À son arrivée, les couloirs de la clinique lui parurent plus froids que d'habitude. Elle trouva sa mère allongée dans son lit, pâle, fragile, mais consciente. Lorsqu'elle entra, la femme ouvrit doucement les yeux et esquissa un sourire fatigué. « Ma petite, tu es venue. » Le cœur d'Émilie se serra. « Bien sûr que je suis venue. Comment tu te sens ?»« Comme quelqu'un qui tombe d'un peu trop haut, mais qui finit par se relever, » répondit sa mère avec un demi-sourire. « Tu vois, on se ressemble plus que tu ne le crois. » Cette phrase, simple mais chargée d'émotion, frappa Émilie au plus profond. Elles parlèrent longtemps, de tout et de rien, comme si le malaise avait ouvert une brèche permettant d'ancrer une proximité qu'elles avaient perdue. Mais au fond d'elle-même, Émilie sentait une inquiétude persistante. Lorsque le médecin entra pour expliquer la situation, une chute de tension sévère, possiblement liée au stress et à la fatigue, Émilie comprit que sa mère n'était pas la seule à porter trop de poids. Elles s'étaient toutes deux effondrées, chacune à sa manière. En quittant la clinique ce soir-là, Émilie s'arrêta sur le trottoir, respirant l'air froid pour calmer le tremblement dans sa poitrine. Elle avait fait tellement d'efforts pour reconstruire sa propre vie que cette chute inattendue lui rappelait brutalement que certaines choses échappaient à son contrôle. Mais quelque chose, malgré tout, s'était éclairci. Elle ne voulait plus affronter la douleur seule.
Elle ne voulait plus s'endurcir pour survivre. Elle voulait apprendre à porter le monde autrement. Cette nuit-là, sous les lumières vacillantes de la ville, Émilie comprit que chaque chute contenait une vérité, et parfois, un début. Les jours qui suivirent furent particulièrement éprouvants pour Lucas et Elena. La succession de perturbations, les pertes financières, les pannes inexplicables dans l'atelier, les tensions subtiles entre eux avaient fini par créer une atmosphère lourde, presque suffocante dans la maison. Chaque geste semblait peser plus qu'il ne le devrait, chaque silence résonnait comme une distance nouvelle. Elena observait Lucas avec une inquiétude croissante. Lui, d'ordinaire si confiant et lumineux, semblait maintenant se renfermer. Ses épaules s'affaissaient davantage chaque jour, et son regard, jadis étincelant, portait une fatigue qu'elle ne lui connaissait pas. « Lucas, on va traverser ça ensemble, d'accord » dit-elle un matin. Il esquissa un sourire, mais son visage ne suivit pas. « J'essaie, Elena, mais je sens que quelque chose m'échappe. » La vérité est que lui aussi percevait ce malaise grandissant, même s'il ne comprenait pas son origine. Rien dans sa vie n'avait jamais justifié un tel effondrement soudain. Des commandes annulées sans raison, des clients qui disparaissaient, des factures qui se multipliaient. C'était comme si une force invisible s'acharnait contre eux. Le soir, Elena luttait pour maintenir l'équilibre du foyer, mais la peur s'infiltrait en elle aussi. Elle voyait leur stabilité se fissurer comme une vieille peinture qui s'effrite. Parfois, elle se surprenait à repenser aux mots étranges, presque menaçants, que Renato avait laissés échapper les semaines précédentes. Mais elle secouait la tête. Cela semblait trop absurde, trop sombre. Une nuit, Lucas se réveilla en sursaut, le souffle court. Et si tout ça était un signe, si je n'étais pas assez bon, si je n'étais pas fait pour cette vie? Elena posa sa main sur son visage, sentant son cœur se serrer. Ne dis pas ça, ce n'est pas toi le problème. Quelque chose nous attend, mais on va tenir. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, conscients que leur amour était leur dernière ancre. Pourtant, aucun des deux ne savait que le mal venait de beaucoup plus près qu'ils. Les jours suivants semblèrent s'assombrir encore davantage, comme si une nuée invisible recouvrait la vie de Lucas et Elena. Rien de ce qu'ils tentaient ne fonctionnait. Chaque effort pour se relever entraînait une nouvelle chute. Chaque petite victoire se transformait en nouvel obstacle. Un matin, Lucas découvrit que ses outils les plus coûteux, soigneusement rangés dans l'atelier, étaient tordus, comme s'ils avaient été frappés avec violence. Pourtant, aucune trace d'effraction, aucun bruit durant la nuit, aucune raison logique. Il resta longtemps immobile, le métal déformé dans les mains, une sensation glaciale courant le long de son dos. « Ce n'est pas possible. Qui ferait ça » murmura-t-il. Elena, elle, commença à ressentir des maux de tête étranges, une fatigue lourde qui ne correspondait ni à son rythme, ni à son état de santé habituel. Elle tenta de dissimuler son malaise pour ne pas inquiéter Lucas. Mais il le remarqua aussitôt. « Tu es pâle? Tu es sûr que ça va ?»« Oui, c'est juste la tension des derniers jours. Ça va passer. » Mais au fond d'elle, quelque chose lui murmurait que rien n'était normal. Le pire arrivait la nuit. Leur sommeil, autrefois paisible, devint fragmenté, dérangé par des cauchemars sans visage, par une sensation d'être observé, par un froid inexplicable qui traversait la chambre. Elena se réveillait en larmes sans comprendre pourquoi. Lucas, lui, se levait chaque matin avec une douleur au thorax, comme si un poids invisible l'écrasait. Un soir, alors qu'il tentait de dîner malgré le manque d'appétit, Elena brisa enfin le silence. « Lucas, tu ne trouves pas que tout ça ressemble à quelque chose qu'on ne voit pas ?» Il la fixa, surpris par sa franchise soudaine. « Tu veux dire une sorte de malchance ?» Elle secoua la tête. « Non, quelque chose ou quelqu'un. » Le nom de Renato ne fut pas prononcé, mais il flottait dans l'air, lourd et évident. Et tous deux comprirent, sans s'avouer encore, que leur chute n'était peut-être pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une main malveillante qui guidait l'ombre autour d'eux. La tension dans la maison atteignait un niveau presque palpable. Lucas et Elena se déplaçaient comme s'ils craignaient de réveiller quelque chose d'invisible, quelque chose qui se nourrissait de leur peur. Les jours passaient avec la même lourdeur oppressante, et chaque nouvelle anomalie semblait confirmer leur pire pressentiment. Un matin, Elena trouva sur le seuil de la porte une poignée de terre noire, mélangée à des cheveux noués et à un petit morceau de tissu brûlé.
Elle resta figée, le souffle suspendu, sentant immédiatement un frisson parcourir ses bras. « Lucas » appela-t-elle d'une voix tremblante. Lorsqu'il arriva, il s'agenouilla pour mieux observer l'étrange assemblage. Ses yeux s'élargirent. « Qui ferait une chose pareille » demanda-t-il, même si au fond, il connaissait déjà la réponse qui commençait à s'imposer dans son esprit. Helena ramena ses mains contre sa poitrine. « Tu crois que c'est un signe ?» Lucas secoua la tête, tentant de rester rationnel. « C'est peut-être une mauvaise blague, un animal, je ne sais pas. » Mais sa voix manquait de conviction. Le soir même, alors qu'il tentait de se reposer, un bruit sec résonna dans le couloir. Une photo était tombée sans explication. C'était un portrait d'eux deux, souriant, le jour de leur mariage. Le verre du cadre était fissuré, exactement sur le visage de Lucas. Helena sentit ses jambes se dérober. « Lucas, je n'en peux plus. On dirait que la maison essaie de nous dire quelque chose. » Il la prit dans ses bras, mais même son étreinte tremblait. « Je sais, mais on va trouver une réponse. » Ce soir-là, aucun des deux ne dormit. Chacun restait immobile, écoutant les craquements, les souffles, les silences trop profonds. Et au milieu de cette obscurité, un nom revenait sans cesse dans leurs pensées, même s'ils n'osaient pas le prononcer. Renato. Les signes étranges devenaient trop nombreux pour être ignorés. Ce que Lucas et Helena tentaient encore de rationaliser commençait à prendre une forme précise, inquiétante, presque évidente. Pourtant, aucun des deux ne voulait être le premier à dire ce que tous deux redoutaient. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres et que la maison semblait respirer comme un être vivant, Lucas resta longtemps assis dans le salon, le regard fixe. Helena le rejoignit en silence, s'asseyant près de lui. « Lucas, tu penses que quelqu'un nous veut du mal, n'est-ce pas » demanda-t-elle d'une voix fragile. Il inspira profondément, comme s'il portait un poids immense. « Je ne voulais pas l'admettre, mais oui, chaque chose étrange, chaque malheur, ça ressemble à quelque chose de provoqué. » Helena sentit une boule se former dans sa gorge. « Et tu crois que c'est... » Elle n'osa pas terminer. Lucas ferma les yeux. Le visage de Renato s'imposa à lui, avec son sourire trop large, ses paroles ambiguës, son regard insistant sur Helena, son intérêt malsain pour leur vie. « Je crois que Renato n'est plus l'ami que j'ai connu, » murmura-t-il enfin. Helena frissonna. Elle avait toujours ressenti quelque chose d'étrange chez lui, mais jamais elle n'aurait imaginé une telle noirceur. « Lucas, tu dois être prudent. Si c'est vraiment lui, il ne s'arrêtera pas. » Il hocha lentement la tête. « Je sais, et je crois qu'il a fait quelque chose de grave. Ce n'est pas seulement de la jalousie, il y a autre chose derrière. » Le vent fit claquer une porte au fond de la maison, les faisant sursauter. La tension dans l'air était presque électrique. « On doit chercher de l'aide, » souffla Helena. « Un prêtre, quelqu'un qui comprenne ce genre de choses. »« Demain, » répondit Lucas, « demain on ne reste plus seul face à ça. » Mais alors qu'ils montaient se coucher, une certitude glaciale s'installa dans leur cœur. Ce qu'ils allaient découvrir dépasserait tout ce qu'ils imaginaient. Le lendemain matin, déterminés à comprendre enfin ce qui s'abattait sur eux, Lucas et Helena commencèrent à examiner chaque détail des dernières semaines. Ils fouillèrent l'atelier, la maison, le jardin, cherchant une explication logique, une trace, un indice. Ils ne savaient pas exactement ce qu'ils cherchaient, seulement que quelque chose devait être là. Ce fut Helena qui remarqua la première anomalie. Derrière le vieux muret du jardin, sous un tas de feuilles sèches, elle aperçut quelque chose de partiellement enterré. « Lucas, viens voir, » dit-elle, la voix tendue. Ils creusèrent doucement et révélèrent un petit sac de tissu noir noué avec une corde rouge. L'objet semblait humide, comme s'il avait été récemment manipulé. Un frisson parcourut Helena. « Qu'est-ce que c'est » Lucas, le cœur battant, défit le nœud avec précaution. À l'intérieur, ils découvrirent une poignée de terre sombre, des fragments d'os et, pire encore, une photo d'eux deux déchirée en son centre et maculée d'un liquide séché. Helena porta une main à sa bouche. « Lucas, c'est un travail de sorcellerie. » Il secoua la tête, refusant d'y croire, mais la panique montait en lui. Tout ce qu'ils avaient vécu prenait soudain un sens effrayant. Rien de ce qui s'effondrait dans leur vie n'était pas aléatoire. « Qui ferait ça ? Qui mettrait quelque chose comme ça chez nous ?» murmura-t-il. Helena ne répondit pas, mais son regard parla pour elle. Le nom traversa leurs pensées simultanément. « Renato. »
Lucas sentit une rage froide, presque incontrôlable, envahir son corps. Il est allé trop loin. Mais avant même qu'il ne puisse se lever ou agir, Helena l'attrapa par le bras. « Lucas, attends. Si c'est vraiment lui, il n'agit pas seul. Ce genre de choses, ce n'est pas seulement de la jalousie, c'est de la haine. » Un silence pesant tomba entre eux. La vérité, aussi sombre soit-elle, venait de se révéler. Et désormais, il savait que ce n'était plus simplement une série de malheurs, c'était une attaque délibérée. Et il n'était plus en sécurité. La découverte du sac enterré fut le point de rupture. Lucas et Helena savaient désormais qu'ils n'affrontaient pas seulement une jalousie humaine, mais quelque chose de plus sombre, de plus profond, nourri par la haine et la rancœur. Ils ne pouvaient plus rester seuls. Ce soir-là, ils se rendirent chez le père Miguel, un prêtre humble et discret, connu pour aider les familles aux prises avec des forces invisibles. Lorsqu'ils expliquèrent tout, les malheurs, les signes, le sac, Renato, l'expression du prêtre devint grave. « Vous avez été ciblés. Quelqu'un a cherché à atteindre ce que vous avez de plus précieux, votre union. Mais rien n'est plus fort que deux cœurs qui choisissent la lumière. Si vous êtes prêts à lutter, Dieu luttera avec vous. » Pour la première fois depuis des semaines, Lucas sentit une chaleur apaiser son cœur meurtri. Helena, elle, sentit ses larmes couler, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur, c'était un début de soulagement. Le père Miguel bénit la maison, pièce par pièce, murmurant des prières puissantes, tandis que Lucas et Helena se tenaient par la main. Une lourdeur sembla se dissiper, comme si l'air devenait plus clair, plus léger. Dans l'atelier, l'encens brûlait en formant une colonne droite vers le plafond, signe, selon le prêtre, que les ténèbres perdaient leur pouvoir. Lorsque le rituel prit fin, le silence qui s'installa n'était plus menaçant, mais paisible. Le lendemain, Lucas prit une décision difficile mais nécessaire. Il confronta Renato, non pas avec violence, mais avec une vérité qui désarma même le cœur le plus sombre. « Tu as essayé de détruire ma vie, mais je ne te rendrai pas la haine que tu m'as donnée. Je te pardonne, pas pour toi, pour moi, pour Helena, pour notre avenir. » Renato demeura muet, incapable de soutenir son regard. La honte, plus forte que n'importe quel sort, s'abattit sur lui. Ce fut la dernière fois qu'il croisa leur chemin. Les semaines passèrent. L'atelier de Lucas reprit vie, les commandes revinrent, et Helena retrouva sa santé et sa joie. Leur amour, mis à l'épreuve, sortit plus solide que jamais. Un soir, assis sous la lumière douce du couchant, Helena posa la tête sur l'épaule de Lucas. « On a survécu à la tempête. » Il sourit doucement, parce qu'on l'a traversée ensemble. Et c'est ainsi que, face à la trahison, à la jalousie et aux ombres les plus sombres, Lucas et Helena découvrirent leur plus grande vérité. Aucune force malveillante ne peut détruire un amour construit sur la foi, la loyauté et la lumière.